Bonjour, aujourd'hui on se penche sur deux manières, mais alors vraiment deux manières radicalement différentes d'imaginer le progrès. D'un côté on a tout ce qui est extérieur, la technologie, les systèmes, et de l'autre, c'est tout l'inverse, le monde intérieur, la spiritualité. C'est l'idée de deux architectures pour construire un monde meilleur. Et tout ça, ça part d'une question. Mais la question fondamentale, n'est-ce pas? Une question que l'humanité se trimballe depuis toujours. Les documents qu'on décrypte pour cette analyse nous racontent ça à travers deux histoires, deux paraboles vraiment fascinantes. Et voilà, on a nos deux personnages principaux. D'un côté, il y a Riku, le robot, tout en logique pure. De l'autre, on a Danielus, le chevalier, qui lui part en quête de vertu. Leurs emblèmes, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, ils symbolisent vraiment deux visions du monde, deux manières de vouloir le réparer. Allez, on commence avec la première. Alors Riku, son histoire, c'est vraiment celle de l'ingénieur, si on veut. Celle des solutions qu'on applique de l'extérieur. Et puis surtout, de la découverte que, la logique toute seule, ça ne suffit pas. Au tout début, Riku, il est super simple en fait. C'est une machine à résoudre les problèmes. Il y a un souci, hop, il le résout. Ses yeux s'allument en vert, et voilà, il passe au problème suivant. C'est simple, c'est efficace, mais c'est aussi terriblement incomplet. Et ça, il va l'apprendre assez vite. Et là, on arrive au moment clé, vraiment le point de bascule. Riku retrouve le signe, mais la petite fille, elle, continue de pleurer. Là, sa logique, elle est complètement dépassée. Et c'est là qu'il remarque la moule porte-bonheur cassée. Il comprend que le vrai problème, ce n'est pas le jouet perdu, c'est la peine, le chagrin. Et pour la toute première fois, il ne fait pas que résoudre un problème. Non, il partage une émotion. Son voyage va lui faire traverser 4 grandes étapes, 4 leçons. D'abord, l'empathie. Puis il passe à la justice, où il comprend qu'une bonne solution, c'est une solution qui ne fait de mal à personne. Ensuite vient la connexion. Il apprend à créer des liens même entre des ennemis. Et finalement, la durabilité. Il réalise que l'efficacité à court terme, si elle détruit l'harmonie, c'est la catastrophe assurée. À chaque pas, il s'éloigne un peu plus de sa logique de base, pour aller vers quelque chose qui ressemble à de la sagesse. Et voilà le point crucial. La conclusion à laquelle Riku arrive, et c'est une véritable révolution pour une machine comme lui. Il comprend que la présence, l'écoute, le fait d'être là pour l'autre, c'est ça, la vraie guérison. C'est bien plus puissant que n'importe quelle réparation technique. Bon, on laisse Riku de côté un instant, et on passe à notre deuxième histoire. L'histoire de Danielus. Là, on est dans toute autre chose. C'est une quête, une allégorie. Lui, son but, ce n'est pas de réparer ce qui est cassé dehors, mais de construire une force à l'intérieur de lui. Le voyage de Danielus, ce n'est pas une guerre pour conquérir des terres. Non! Son but, c'est de collecter des plumes. Et chaque plume, c'est un symbole. Elle représente une vertu essentielle, une sorte de force de l'âme dont on a besoin pour avancer dans un monde qui, lui, est un peu en train de s'effondrer. La toute première plume qu'il trouve, c'est celle de la loyauté. Mais attention, on ne parle pas ici de loyauté envers un roi ou un pays. Non, c'est la loyauté envers soi-même, envers ce qu'on est, au plus profond et ce qu'on peut devenir. C'est vraiment la base, le socle de tout le reste. Après ça, il arrive dans la cité des échos. Imaginez un endroit où tout le monde répète les mêmes mensonges, juste par peur de ce que les autres vont dire. Et là, Danielus va incarner ce qu'on appelle le courage civil. Mais il ne crie pas plus fort que les autres. Il ne se bat pas. Il se met juste au milieu, et tout doucement, il fredonne la mélodie de la vérité. C'est un courage tout en silence, mais d'une puissance absolument incroyable. Puis, direction la vallée des jugements. Un paysage désolé, stérile, où les gens passent leur temps à s'accuser les uns les autres, et ça depuis des générations. C'est là que Danielus va apprendre ce qu'est la miséricorde. Il va découvrir qu'une seule larme de pardon, une seule, peut faire refleurir tout un désert. Ce que l'histoire nous dit, c'est que le pardon, ça libère l'autre, bien sûr, mais ça libère surtout soi-même. Et enfin, dernière épreuve, le col des 1000 chemins. C'est une vraie tempête intérieure, une cacophonie de doutes, de désirs qui partent dans tous les sens. C'est ici qu'il apprend la discipline du cœur, c'est-à-dire l'art de calmer tout ce vacarme intérieur pour enfin entendre clairement sa propre voix, pour trouver le bon chemin au milieu de tout ce bruit. Et cette phrase, elle résume parfaitement la leçon ultime de sa quête. L'ordre pour l'ordre, c'est une tyrannie, une prison. La vraie maîtrise de soi, la vraie liberté, elle vient d'un ordre intérieur qui est guidé par le cœur, par l'amour et la compassion. Ok, donc on a exploré ces deux chemins, celui de Riku, tourné vers l'extérieur, et celui de Danielus, tourné vers l'intérieur. Mais la question c'est, et si on les mettait ensemble? Qu'est-ce qui se passe?
eh bien c'est là que le message prend toute sa puissance. Parce qu'en fait, ces deux histoires, ce ne sont pas deux options à choisir. Elles ne sont pas en compétition. Elles nous disent la même chose, au fond. Ni l'un, ni l'autre ne suffit. Les solutions externes de Rico, toutes seules, ça ne marche pas. Et les vertus intérieures de Danielus, toutes seules non plus. On se souvient de la conclusion de Rico ? Même la machine la plus logique finit par comprendre que le but ultime, ce n'est pas de tout réparer, mais de créer du lien, d'être juste présent. Et maintenant, on met ça juste à côté de la sagesse de Danielus. La discipline intérieure la plus forte, sans l'amour, sans la compassion, eh bien, ça devient une tyrannie. On voit bien comment les deux chemins, celui de la technologie et celui de l'esprit, finissent par se rejoindre sur une vérité essentielle, l'importance capitale de l'empathie. Et cette idée qu'il faut les deux, elle est plus importante que jamais aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, comme Rico, on est en train de construire des systèmes d'une complexité folle. Je pense à l'intelligence artificielle, par exemple. Et en même temps, un peu comme les habitants de la Cité des Échos, on risque de perdre nos repères face à tout ça. C'est exactement ce que les sources appellent le fossé informationnel. Alors, pourquoi ce fossé existe ? D'abord parce que la technologie, comme l'IA, devient juste extrêmement complexe, difficile à suivre pour le commun des mortels. Ensuite, il y a des intérêts économiques, des secrets militaires ou gouvernementaux qui font que tout n'est pas transparent, loin de là. Ajoutez à ça un journalisme qui a parfois du mal à suivre et un public qui se sent submergé, le résultat c'est que le débat public est à la traîne. On a ce sentiment d'être complètement dépassé. On a des outils surpuissants mais pas de vision commune pour savoir quoi en faire. Et c'est ça, le cœur du problème. On est devenus des experts dans l'architecture de Rico, on construit des systèmes logiques, des technologies de plus en plus sophistiquées, on est très fort pour ça. Mais on a l'air d'avoir complètement oublié l'architecture de Danielus. On a l'architecture de la logique, c'est certain. Ce qui nous manque, et ça nous manque cruellement, c'est l'architecture du cœur. On développe des solutions externes à une vitesse folle, mais est-ce qu'on a pris le temps de cultiver les vertus internes qui vont avec ? L'empathie, le courage, la miséricorde, tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que ces outils incroyables servent vraiment le bien de l'humanité. Ce qui nous laisse avec cette question, pour finir, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des machines qui semblent pouvoir tout résoudre, est-ce que notre plus grand défi, notre tâche la plus urgente, ce ne serait pas finalement d'apprendre à être de meilleurs humains, de cultiver ce que les machines, elles, n'auront jamais, un cœur qui est à la fois discipliné et aimant. La clé pour un monde meilleur, elle est peut-être là, tout simplement.